Vas-tu rester au bureau jusqu'à 20h ce soir, m'a demandé ma femme, alors que je partais travailler. J'ai hoché la tête, sans mentionner que les caméras de l'appartement avaient été réparées. Au travail, j'ai vérifié les images, et j'ai dû appeler la police après avoir vu ce qu'elle faisait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Vas-tu rester au bureau jusqu'à 20h ce soir? M'avait demandé Susanna ce matin-là, pendant que j'ajustais ma cravate devant le miroir du couloir. Je lui ai répondu que oui, avec un sourire calme, et j'ai quitté la maison sans rien ajouter de plus. Rien au sujet du technicien, qui était venu la veille. Rien sur les caméras, qui fonctionnaient désormais parfaitement. Rien, non plus, sur l'application qui était déjà installée sur mon téléphone, prête à enregistrer chaque recoin de cet appartement en temps réel. Je suis parti, j'ai fermé la porte, et j'ai pensé que la journée allait être tout à fait normale. Elle ne l'a pas été. En milieu de matinée, assis à mon bureau avec un café déjà froid, j'ai décidé d'ouvrir l'application. Par simple curiosité. Juste pour voir si Susanna avait trouvé les chocolats, que j'avais l'habitude de cacher derrière les livres sur l'étagère. C'était un jeu stupide entre nous, quelque chose sans importance. Elle les trouvait toujours, je faisais toujours semblant d'être fâché. C'était l'une de ces petites choses, qui font qu'un mariage se sent vivant. J'ai ouvert l'enregistrement avec un sourire aux lèvres, et j'ai dû appeler la police. Je ne vais pas encore vous dire ce que j'ai vu. Car pour comprendre pourquoi cet appel était nécessaire, vous devez d'abord savoir qui je suis, qui était Susanna pour moi, et quel genre de vie nous avions construit ensemble toutes ces années. Parce que ce qui s'est passé n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était quelque chose qui se préparait en silence depuis longtemps, juste sous mon nez, dans l'endroit où je me sentais le plus en sécurité au monde, ma propre maison. Je m'appelle Omar, j'ai 48 ans. Je travaille comme superviseur logistique dans une entreprise de distribution, depuis près de 12 ans. Ce n'est pas un métier prestigieux, mais il est stable, honnête, et il m'a donné tout ce que je possède. Un appartement dans un bon quartier, une voiture qui roule, des factures payées à temps, et la tranquillité d'esprit de dormir sans dette. Je n'ai jamais été du genre à rêver de luxe. J'ai toujours préféré le calme, la routine, et la certitude de savoir ce qui m'attend chaque matin, quand j'ouvre les yeux. Je suis le genre d'homme qui est à l'heure, qui tient parole, et à qui l'on n'a pas besoin de rappeler ses responsabilités. J'en ai toujours été fier. Et pendant de nombreuses années, j'ai cru que c'était le meilleur genre d'homme que l'on puisse être. Susanna et moi étions mariés depuis 9 ans. Je l'ai rencontré lors d'un dîner d'anniversaire chez un ami commun, Ernesto. Il a toujours juré que c'était une rencontre planifiée par l'univers. Peut-être avait-il raison. Elle était institutrice en école primaire, à l'époque. Elle avait le rire facile, des opinions bien arrêtées sur presque tout, et une façon de regarder les gens, qui vous donnait l'impression qu'elle vous écoutait vraiment. Je suis tombé amoureux vite, peut-être trop vite. Mais à l'époque, je ne voyais pas cela comme un défaut. Je voyais cela comme un signe, comme l'une de ces certitudes que l'on ressent dans la poitrine, et que l'on décide de ne pas remettre en question, parce que c'est trop beau pour douter. Les premières années ont été belles. Pas parfaites, car aucun mariage ne l'est, mais elles étaient vraiment bien. Nous nous disputions pour des broutilles, nous nous réconcilions sans drame. Nous avons voyagé 2 fois. Nous avons adopté un chat, qui est mort l'année suivante, et nous avons pleuré ensemble, comme s'il faisait partie de la famille. Nous avons construit une vie qui, de l'extérieur, semblait solide. Et de l'intérieur, la plupart du temps, elle l'était aussi. Il y avait quelque chose de confortable et de vrai entre nous. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti le besoin de trop analyser, parce que cela semblait fonctionner tout seul, comme une machine bien huilée que l'on prend pour acquise, jusqu'au jour où elle cesse de faire du bruit. Susanna avait arrêté de travailler il y a 3 ans. C'était une décision que nous avions prise ensemble. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Elle disait qu'elle était épuisée, qu'elle avait besoin d'une pause, qu'elle voulait se réorganiser avant de chercher quelque chose de nouveau. J'ai compris. Je l'ai soutenue sans hésitation. J'ai tout pris en charge, sans me plaindre. Les dépenses, les factures, les courses, les services, les imprévus, tout reposait sur moi. Et je le portais avec joie, parce que c'est ainsi que je voyais les choses. Soutenir ceux qu'on aime n'est pas un sacrifice, c'est une décision, et je l'avais prise les yeux ouverts. Je ne lui ai jamais demandé de compte.
Je ne lui ai jamais demandé à quoi elle dépensait l'argent, que je lui transférais chaque mois pour ses dépenses personnelles. C'était 400 € par mois, parfois plus s'il y avait quelque chose de spécial. Pour moi, cela faisait partie de notre accord, cela faisait partie de la confiance. Et je faisais totalement confiance à Susanna, d'une confiance aveugle. Le genre de confiance qui n'a pas besoin de preuves, parce qu'elle se nourrit d'elle-même. Celle qui grandit sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à devenir si grande, qu'on ne voit plus ce qui se cache derrière. C'est pourquoi, lorsque le technicien est venu réparer les caméras de l'appartement, je n'ai même pas pensé à lui en parler. Ce n'était pas un plan. Ce n'était pas un piège. Les caméras fonctionnaient mal depuis des mois. L'image était floue, le signal coupait constamment, et j'avais finalement appelé un service technique pour les faire vérifier. L'homme est arrivé un mardi après-midi, pendant que Susanna était chez sa sœur. Il est resté moins d'1 heure. Il a tout réparé, a configuré l'application sur mon téléphone, m'a donné les codes d'accès, et il est parti. Simple, rapide, sans complications. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, j'ai dîné avec Susanna, j'ai regardé un peu la télévision à ses côtés, et je suis allé me coucher. Je n'ai rien dit à propos des caméras, car honnêtement, je ne pensais pas que ce soit important. C'était un détail technique, au même titre que changer une ampoule grillée, ou appeler un plombier. Il n'y avait rien à cacher. Il n'y avait aucune raison d'en parler. C'était mon appartement. C'était mes caméras. Et Susanna n'avait pas besoin de savoir chaque petite chose que je faisais, pour maintenir tout en ordre. Ou, du moins, c'est ce que je pensais. Le lendemain, je suis parti tôt. Comme toujours, Susanna était dans la cuisine, dans son peignoir rose, les cheveux attachés, une tasse de thé à la main. Elle m'a demandé si je rentrerais tard. Je lui ai dit que oui, qu'il y avait une réunion qui durerait probablement jusqu'à 20 heures. Elle m'a regardé, a hoché la tête, et m'a donné un baiser sur la joue. Un de ces baisers automatiques, auxquels on ne pense plus. Ce qui arrive simplement, parce qu'ils se répètent depuis des années. J'ai pris mes affaires, j'ai fermé la porte de l'appartement, et j'ai descendu les escaliers, sans imaginer que ce matin-là serait la dernière fois que je la verrais avec les mêmes yeux. Au travail, les premières heures se sont écoulées lentement, pesamment. Une réunion à 10 heures, une autre à 13 heures, de la paperasse accumulée qui n'en finissait pas. Mais à un moment donné, vers 11 heures du matin, alors que j'attendais qu'un fichier se charge sur l'ordinateur, je me suis souvenu des caméras. Je me suis souvenu des chocolats cachés derrière les livres. Et, avec la même légèreté avec laquelle on vérifie la météo ou le score d'un match, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai ouvert l'application, et j'ai commencé à regarder l'enregistrement de la matinée. Je souriais quand j'ai appuyé sur lecture. J'ai très vite cessé de sourire. Ce qui est apparu sur cet écran n'avait rien à voir avec des chocolats. Cela n'avait rien à voir avec les choses innocentes que je m'attendais à trouver. C'était quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui m'a glacé le sang d'un coup, sans avertissement, sans me laisser le temps de m'y préparer. Le bruit du bureau autour de moi a complètement disparu, comme si quelqu'un avait coupé le son du monde entier. La seule chose qui existait à ce moment-là, c'était ce petit écran dans le creux de ma main, et ce qui s'y déroulait. Je suis resté immobile pendant plusieurs secondes, qui m'ont paru des minutes. Je ne pouvais plus bouger les doigts. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus penser clairement. Je pouvais seulement regarder. Et pendant que je regardais, une seule question se répétait dans ma tête, encore et encore, martelant de l'intérieur comme si elle voulait sortir de force, depuis combien de temps cela durait-il, sans que je le sache. Cette question n'avait pas encore de réponse, mais j'allais bientôt la trouver. La première chose que j'ai vue sur l'enregistrement, c'est la porte de l'appartement s'ouvrir. Il était 9h47 du matin. J'étais au bureau depuis un peu plus de 2 heures. Susanna, d'après ce qu'elle m'avait dit la veille, prévoyait de rester à la maison et de se reposer. Peut-être aller faire un tour au marché, un peu plus tard dans l'après-midi. Rien qui sorte de l'ordinaire. Rien qui m'aurait fait douter une seconde. Mais la porte s'est ouverte à 9h47, et la personne qui est entrée n'était pas Susanna sur le départ. C'était un homme. Au début, je ne l'ai pas reconnu. La caméra du couloir a un grand angle, mais l'image met une seconde à bien faire la mise au point lorsqu'il y a du mouvement. J'ai vu une silhouette masculine, de corpulence moyenne, avec une veste sombre, et quelque chose à la main qui ressemblait à une sacoche. Il est entré calmement,
sans se presser, comme quelqu'un qui connaît bien les lieux où il arrive. Susanna l'a reçu sur le seuil. Il n'y avait aucune surprise sur son visage. Il n'y a pas eu de présentation. Juste un signe de tête vers l'intérieur, comme pour dire « entre ». Je t'attendais. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine à ce moment-là. Ce n'était pas encore de la douleur. C'était plutôt une sorte de malaise, comme quand on voit quelque chose qui cloche, mais qu'on ne sait pas encore exactement pourquoi. Je me suis dit que cela pouvait être n'importe qui. Un technicien, une connaissance, le frère d'une amie. Susanna avait sa propre vie, ses propres relations, et je n'avais jamais été le genre de mari qui a besoin de connaître chaque détail des personnes avec qui sa femme parle. Je me le suis répété fermement, tout en continuant à regarder l'écran. Mais j'ai continué à regarder. Tous les deux sont entrés dans le salon. La caméra de cette pièce a un meilleur angle, et c'est là que j'ai pu voir clairement le visage de l'homme pour la première fois. Et je l'ai reconnu. C'était Hugo. Hugo était une connaissance de longue date. Pas un ami proche, mais quelqu'un qui avait fait partie de nos vies à un moment donné. Nous l'avions croisé lors de rassemblements sociaux, lors de certains dîners, ou aux événements professionnels de Susanna quand elle enseignait encore. C'était le genre de personne qu'on salue avec cordialité, mais avec qui on ne finit jamais par construire une véritable relation. Charmant en surface, le genre de type qui a toujours quelque chose à dire, et qui sait toujours comment le dire pour faire bonne impression. Je ne l'avais jamais vraiment apprécié, pour être honnête. Mais je n'avais jamais eu de raison concrète de me méfier de lui non plus. Du moins, jusqu'à ce moment précis. Le voir entrer dans mon appartement avec cette familiarité, avec ce calme, et avec cette sacoche à la main, qu'il commençait à poser sur la table de la salle à manger comme si c'était tout à fait normal, a produit en moi une gêne que je ne savais pas nommer immédiatement. J'ai continué à respirer. J'ai continué à regarder. Je me disais que je devais en voir plus, avant de tirer des conclusions. Que la jalousie n'était pas une preuve. Que l'image d'un homme entrant dans un appartement ne signifiait rien en soi. Puis, Susanna a parlé. Je ne pouvais pas entendre le son très clairement, car j'étais au bureau et je n'avais qu'un écouteur sur deux, mais j'ai monté le volume au maximum et je me suis concentré. Les mots sortaient de façon hachée, mélangés au bruit de fond, mais certains étaient parfaitement distincts. Et ceux qui étaient distincts n'étaient pas ceux d'une conversation décontractée entre deux connaissances qui se croisent par hasard. J'ai entendu mon prénom. J'ai entendu le mot « document ». Et j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à « avant qu'il n'arrive ». J'étais paralysé. Le café que je tenais à la main, je l'ai posé sur le bureau sans m'en rendre compte. Et je n'ai même pas remarqué qu'il avait un peu débordé sur mes papiers. J'avais les yeux rivés sur cet écran, comme si le monde entier dépendait du fait de ne pas détourner le regard une seule seconde. Parce que quelque chose en moi, cette partie que l'on essaie de faire taire quand on ne veut pas avoir raison, commençait déjà à comprendre que ce que je voyais n'avait rien d'innocent. J'ai vu Hugo ouvrir la sacoche qu'il avait apportée. Il en a sorti quelque chose que je n'ai pas pu bien identifier, en raison de l'angle de la caméra. Cela ressemblait à un dossier, ou à une grande enveloppe. Susanna l'a pris à deux mains, et l'a ouvert juste là, debout devant la table, avec une expression de concentration que je ne lui avais jamais vue à la maison. C'était le visage de quelqu'un qui examine quelque chose d'important. Pas le visage de quelqu'un qui discute avec une connaissance, par un beau matin. J'ai commencé à sentir que l'air du bureau était plus lourd que d'habitude. Je me suis levé de ma chaise, sans trop savoir pourquoi. J'ai marché jusqu'au couloir, je me suis adossé au mur, et j'ai regardé à nouveau mon téléphone. Dans l'enregistrement, Susanna et Hugo s'étaient maintenant assis sur le canapé, avec les papiers des dossiers étalés sur la table basse. Ils pointaient des choses du doigt. Elle hochait la tête. Il y avait quelque chose dans leur façon d'interagir qui parlait d'une relation construite avec le temps. Avec de la confiance. Avec une histoire que je ne connaissais pas, et qui, de toute évidence, n'avait pas commencé ce jour-là. Combien de fois cela s'était-il produit pendant que j'étais au travail ? Combien de matins avais-je quitté la maison, sans savoir ce qui se passait derrière cette porte fermée ? J'ai essayé de me calmer. J'ai essayé de penser de manière logique. C'était peut-être lié à une démarche administrative. Peut-être que Susanna réglait un problème, et qu'elle ne m'en avait pas parlé pour ne pas m'inquiéter. Peut-être que je me montais la tête pour rien, nourri par la méfiance et l'imagination. C'était possible. Tout était encore possible. Mais ensuite, l'enregistrement a avancé.
Susanna s'est levée du canapé, elle a marché vers le couloir, en direction de la chambre, et Hugo l'a suivie. J'ai fermé les yeux une seconde. Je les ai rouverts. J'ai basculé sur la caméra du couloir. Je les ai vus entrer dans la chambre, celle que Susanna et moi partagions depuis 9 ans. La caméra de la chambre n'était pas connectée, pour des raisons d'intimité, donc l'image s'est arrêtée là. Mais je n'avais pas besoin d'en voir plus pour savoir que quelque chose n'allait profondément pas. Je suis resté planté dans le couloir du bureau, mon téléphone à la main, avec un sentiment dans la poitrine que je ne saurais décrire exactement. Ce n'était pas seulement de la jalousie. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était quelque chose de plus vaste, et de plus froid. Comme réaliser que le sol sur lequel vous marchez depuis des années n'était pas aussi solide que vous le pensiez. Comme découvrir que la maison que vous avez construite de vos propres mains, possède une pièce dont vous ignoriez l'existence. Je suis retourné à mon bureau. Je me suis assis. J'ai posé mon téléphone face contre table, et j'ai essayé de respirer normalement. Je devais continuer à travailler. J'avais une réunion dans moins d'1 heure. Je ne pouvais pas m'effondrer là, au milieu du bureau, devant mes collègues qui n'avaient aucune idée de ce que je venais de voir. Mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. 40 minutes se sont écoulées. 40 minutes pendant lesquelles j'ai essayé de me concentrer sur le travail, sans retenir un seul mot de ce que je lisais. 40 minutes pendant lesquelles, à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Hugo entrer dans mon appartement. Avec cette sacoche. Avec ce calme. Avec cette familiarité qu'il n'avait aucun droit d'avoir. 40 minutes pendant lesquelles je me disais que j'avais besoin de plus d'informations avant d'agir. Que je ne pouvais pas appeler Susanna comme ça. Que je ne pouvais pas rentrer à la maison, sans savoir exactement à quoi j'étais confronté. Alors, quand ces 40 minutes sont passées, j'ai rouvert l'application. Et ce que j'ai vu à ce moment-là était bien pire qu'avant. La caméra du salon s'est réactivée à 11h23 du matin. Je les ai vus sortir de la chambre. Hugo en premier, puis Susanna. Il a ajusté sa veste d'un geste calme, presque mécanique, comme quelqu'un qui n'a pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Elle avait les cheveux un peu différemment placés. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, ce n'était pas ça. C'était son visage. Elle était sérieuse, concentrée. Avec cette expression qu'ont les gens quand ils sont au milieu de quelque chose d'important, et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être distraits. Ce n'était pas le visage de quelqu'un qui vient de faire un acte interdit, et qui se sent coupable. C'était le visage de quelqu'un qui a un plan, et qui le suit étape par étape. Cela m'a inquiété plus que tout le reste. Ils se sont assis à nouveau sur le canapé. Hugo a sorti son téléphone, et a regardé l'écran un instant, comme pour vérifier quelque chose. Puis, il l'a montré à Susanna. Elle l'a regardé, a hoché la tête une fois, et a dit quelque chose que je n'ai pas pu bien entendre, mais qui s'est terminé par un mot que j'ai clairement distingué. Parfait, a-t-elle dit. Sans émotion, sans sourire. Avec la froideur de quelqu'un qui confirme que tout se déroule comme prévu. Que tout se déroulait comme prévu. Je me suis levé de ma chaise à nouveau. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de faire quelque chose de cette énergie qui s'accumulait dans mon corps, sans nulle part où aller. Je suis allé aux toilettes, j'ai ouvert le robinet, je me suis aspergé le visage d'eau froide, et je me suis regardé dans le miroir pendant plusieurs secondes. L'homme qui me dévisageait en retour, semblait avoir 10 ans de plus que celui qui avait quitté la maison le matin même, avec un café à la main et une cravate mal ajustée. Quelque chose dans mes yeux avait changé. Ce n'était plus le regard de quelqu'un qui fait confiance. C'était le regard de quelqu'un qui commençait à comprendre qu'il avait été aveugle pendant très longtemps. Je suis retourné à ma place, et j'ai continué à regarder l'enregistrement. Ce qui s'est passé ensuite m'a pris par surprise. Bien que je n'aurais plus dû être surpris de rien. Hugo s'est levé du canapé, et s'est dirigé vers le bureau. Le bureau était une petite pièce au fond de l'appartement, que j'utilisais pour ranger des documents, classer des papiers de travail, et où j'avais un tiroir fermé à clé. C'est là que je gardais les choses importantes, les documents de l'appartement, les assurances, les papiers de la voiture. Au fond de ce tiroir, à l'intérieur d'une enveloppe Kraft, je gardais quelque chose dont très peu de gens connaissaient l'existence. Un petit carnet, où je notais mes comptes personnels, mes économies, et les codes d'accès à mes comptes bancaires. C'était une vieille habitude, de quand j'étais plus jeune et que je ne faisais pas totalement confiance à la technologie.
Je ne m'en étais jamais débarrassé, parce que je n'en avais jamais eu l'utilité. Susanna savait que ce tiroir existait. Elle savait qu'il avait une clé. Mais j'avais toujours supposé qu'elle ne savait pas où je rangeais cette clé. C'était une supposition, je m'en rendais compte maintenant, basée sur rien d'autre que ma propre tranquillité d'esprit. J'ai vu Hugo entrer dans le bureau, et s'arrêter devant mon poste de travail. La caméra de cette pièce avait un angle latéral qui ne me permettait pas de tout voir clairement, mais c'était suffisant. Suffisant pour voir qu'il ouvrait le tiroir. Suffisant pour voir qu'il n'était pas verrouillé. Suffisant pour voir qu'il y plongeait la main, et qu'il commençait à fouiller dans ce qui s'y trouvait. J'ai senti quelque chose se briser en moi, à cet instant précis. Pas d'un coup, pas avec fracas, mais de cette manière silencieuse et dévastatrice, dont se brisent les choses que l'on croyait immuables. Comme une fissure qui apparaît sur un mur qui semblait parfait, et qui, soudainement, vous fait remettre en question toute la structure. Susanna est entrée dans le bureau derrière lui. Elle s'est tenue à ses côtés. Ils ont tous les deux regardé l'intérieur du tiroir. Elle a pointé quelque chose du doigt. Il a hoché la tête. Et puis, Hugo a sorti son téléphone, et a commencé à photographier les papiers posés devant lui, un par un. Avec un calme et une méthodologie qui parlaient de quelqu'un, qui savait exactement ce qu'il cherchait. Et exactement ce à quoi il allait s'en servir. J'ai dû lâcher mon téléphone un instant. Je l'ai posé sur la table. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai regardé le plafond du bureau. Mon cerveau essayait de traiter trop de choses à la fois, et aucune d'elles n'était bonne. Ce n'était pas une visite innocente. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas mon imagination qui créait des fantômes. Ce que je voyais était réel. C'était délibéré. Et il y avait un plan derrière tout ça, qui n'aurait pas pu être mis sur pied en une seule journée. Quand tout cela avait-il commencé? Depuis combien de temps Susanna et Hugo entretenaient-ils cette relation, quelle qu'elle soit? Et qu'allaient-ils faire de ces documents, de ces photographies? De ces informations, qu'ils avaient prises dans mon propre bureau, à mon insu? J'ai repris mon téléphone. J'ai continué à regarder. Je les ai vus sortir du bureau. Hugo est retourné dans le salon, a attrapé la sacoche qu'il avait apportée, et y a rangé le dossier qu'ils avaient examiné plus tôt. Susanna l'a raccompagné jusqu'à la porte. Et là, juste avant qu'il ne parte, il s'est passé quelque chose qui m'a cloué à mon siège, comme si j'y avais été attaché. Hugo s'est arrêté sur le seuil, s'est tourné vers Susanna, et a dit quelque chose à voix basse. Elle a écouté, puis elle a répondu. Je n'ai pas pu distinguer les mots exacts, mais j'ai pu voir son expression. Et son expression n'était pas celle de quelqu'un qui dit au revoir à une connaissance. C'était celle de quelqu'un qui confirme un accord. Qui scelle quelque chose. Qui dit, tout se déroule comme prévu. On se verra quand le moment sera venu. Hugo est parti. La porte s'est fermée. Susanna est restée seule dans le couloir pendant quelques secondes, puis elle a fait quelque chose que je n'attendais pas, elle a souri. Pas un grand sourire, pas un sourire de bonheur débordant. C'était un petit sourire contenu, un sourire de satisfaction, de quelqu'un qui vient de franchir une étape importante vers un but plus grand. C'est ce sourire qui m'a fait le plus mal, parmi tout ce que j'ai vu ce jour-là. Parce que ce n'était pas le sourire d'une femme amoureuse d'un autre homme. C'était quelque chose de différent. Quelque chose que je ne comprenais pas totalement à ce moment-là, mais qui produisait un sentiment de danger bien plus profond que la jalousie. C'était le sourire de quelqu'un qui est en train de gagner. Et si elle gagnait, c'est que moi, je perdais. Je ne savais juste pas encore exactement quoi. J'ai fermé l'application, j'ai rangé mon téléphone, et je suis resté assis en silence pendant plusieurs minutes, les mains sur la table, la tête pleine de questions qui n'avaient toujours pas de réponse. Je devais réfléchir. Je devais faire le tri dans ce que j'avais vu. Je devais décider quoi en faire, car mal agir à ce moment-là pourrait me coûter plus cher que de ne pas agir du tout. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Ernesto. Ernesto était mon ami de toujours. Le même qui nous avait présenté, Susanna et moi, il y a des années, lors de ce fameux dîner. Le seul homme au monde à qui je racontais les choses vraies, et pas les versions édulcorées qu'on donne pour ne pas inquiéter les gens. Je l'ai appelé. Et quand il a répondu de son ton habituel, calme et direct, j'ai dû faire un effort immense pour ne pas m'effondrer sur place. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir, que c'était urgent, et que je ne pouvais pas lui expliquer au téléphone.
Il ne m'a posé aucune question. Il a juste dit, 19h, au bar habituel. J'ai raccroché. J'ai respiré un grand coup, et j'ai ouvert l'application une fois de plus. Car il y avait quelque chose que je devais faire, avant cette rencontre avec Ernesto. Je devais vérifier les enregistrements des jours précédents. J'avais besoin de savoir si ce qui s'était passé ce matin-là était une première, ou s'il y avait un schéma que j'avais ignoré sans le savoir. J'ai remonté l'historique des enregistrements. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et au 4e jour en arrière, je l'ai trouvé. Hugo était déjà venu dans mon appartement. Il y a 4 jours, à 10h du matin. Il était entré par cette même porte, avec le même calme que toujours. Et ce n'avait pas été une visite de courtoisie. D'après l'enregistrement, il était resté à l'intérieur pendant près de 2 heures. J'ai continué à chercher en arrière, et j'ai trouvé une autre visite. Et encore une autre. Au total, au cours du dernier mois, Hugo était venu dans mon appartement au moins 6 fois. 6 fois, pendant que je travaillais. 6 fois, alors que Susanna m'avait dit qu'elle était à la maison pour se reposer, ou faire des courses, ou rendre visite à sa sœur. 6 fois où j'étais rentré le soir, sans me douter de rien. Je l'avais saluée d'un baiser, j'avais dîné avec elle, je m'étais couché à ses côtés, et j'avais dormi avec la confiance paisible d'un homme qui croit que sa vie est exactement ce qu'elle semble être. 6 fois, et je n'avais rien vu. J'ai fermé l'historique, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Je me suis levé de ma chaise, avec un calme que je ne ressentais pas à l'intérieur. Mais que j'ai décidé de maintenir à l'extérieur. Parce que je savais que si je me laissais emporter par ce que je ressentais à ce moment-là, j'allais commettre une erreur. Et je ne pouvais pas me permettre de faire d'erreur. Pas encore. Pas avant d'avoir parfaitement compris ce qui se passait, et ce que Susanna et Hugo prévoyaient de faire avec ces documents, avec ces photographies, avec ces informations qu'ils avaient prises sur mon bureau, comme s'ils en avaient le droit le plus absolu. Il restait des heures avant ma rencontre avec Ernesto. Il restait des heures avant que je puisse parler à quelqu'un en qui j'avais confiance. Et en attendant, je devais rester assis dans ce bureau, à faire semblant que tout allait bien. À répondre aux courriels, à assister aux réunions, à parler avec des collègues, qui n'avaient aucune idée que l'homme devant eux venait de découvrir que sa vie entière reposait peut-être sur un mensonge. Cet après-midi-là fut le plus long de ma vie. Le bar où j'ai retrouvé Ernesto était un petit endroit sans prétention, avec des tables en bois sombre, et un éclairage qui semblait toujours sur le point de s'éteindre. Nous y allions depuis des années. C'était le genre d'endroit où l'on peut parler sans que personne n'écoute, sans que personne ne pose de questions, sans que personne n'interrompe. Nous l'avions choisi pour cette raison, dès la toute première fois, et nous n'avions jamais eu de raison d'en changer. Je suis arrivé avant lui. J'ai commandé à boire. Je me suis assis à la table du fond, et j'ai posé mon téléphone sur le bois, l'écran tourné vers le haut. Comme si j'avais besoin de l'avoir en vue, pour me rappeler que ce que j'avais vu ce jour-là était réel, et non le fruit de mon imagination. Parce qu'à ce moment-là, après tout un après-midi passé à feindre la normalité au bureau, une part de moi voulait encore croire qu'il y avait une explication raisonnable à tout cela. Que j'avais raté quelque chose. Que je réinterprétais mal les images. Que Susanna avait une raison que j'ignorais, et que lorsque je la connaîtrais, tout s'emboîterait différemment. Cette part de moi, c'était celle qu'il aimait encore. Et c'était aussi la part la plus dangereuse. Parce qu'elle était capable de me convaincre de ne rien faire. Ernesto est arrivé à l'heure, comme toujours. Il s'est assis en face de moi, a commandé la même chose que moi sans regarder le menu, et m'a regardé droit dans les yeux. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Il m'a juste regardé, puis il a dit, « Raconte-moi. » Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Je n'ai pas chronométré. Je lui ai tout raconté, depuis le début. Depuis le technicien venu réparer les caméras. Depuis la question de Susanna, ce matin-là. Depuis le moment où j'ai ouvert l'application pour chercher des chocolats, et où j'ai trouvé quelque chose qui n'avait toujours pas de nom. J'ai décrit chaque détail de ce que j'avais vu, les visites précédentes, les documents photographiés, le sourire de Susanna quand Hugo a franchi la porte, tout. Ernesto a écouté sans m'interrompre. Avec cette capacité qu'il a toujours eue, de rester immobile pendant que l'autre parle. Sans trop bouger, sans anticiper, sans proposer de conclusion avant d'avoir tous les éléments en main. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un instant. Puis, il n'a demandé qu'une seule chose. As-tu vérifié tes comptes aujourd'hui ?
Je ne l'avais pas fait. Je n'y avais même pas pensé. J'avais été tellement concentré sur l'analyse des images, et sur la compréhension émotionnelle de ce qu'elles signifiaient, que je n'avais pas franchi l'étape logique suivante, vérifier si quelque chose de concret avait déjà été touché. Si les documents photographiés avaient servi à autre chose, qu'à être simplement regardés. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de la banque, et là, sur l'écran, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé sans voix pendant plusieurs secondes. Il y avait une transaction que je n'avais pas effectuée. Ce n'était pas un montant énorme. Ce n'était pas quelque chose qui aurait vidé le compte d'un seul coup. Mais c'était une transaction que je ne me souvenais pas avoir autorisée. Un virement de 900 €, effectué il y a 3 jours, vers un compte que je ne reconnaissais pas. Cela aurait pu être une erreur. Cela aurait pu être un prélèvement automatique que j'avais oublié. Mais, compte tenu de tout ce que j'avais vu ce jour-là, la probabilité que ce soit une coïncidence était pratiquement nulle. J'ai montré l'écran à Ernesto. Il l'a regardé, a hoché la tête lentement, et a dit, avec un calme que je n'avais pas à ce moment-là, « Omar, ce n'est plus une suspicion. C'est un mode opératoire. » Il avait raison. Et l'entendre le dire à voix haute, avec une telle clarté, a été comme me réveiller enfin de quelque chose. Comme si, jusqu'à ce moment-là, j'avais tout vu à travers une vitre embuée, et que quelqu'un venait soudain de l'essuyer d'un seul geste. Ce qui se passait n'était pas seulement une trahison sentimentale. C'était quelque chose de plus organisé, de plus froid, de plus calculé. Susanna et Hugo ne faisaient pas qu'avoir une liaison. Ils faisaient quelque chose avec mes informations, avec mes documents, avec mon argent. Et ils le faisaient depuis des semaines, peut-être des mois, en silence, pendant que je payais les factures, que je rentrais à la maison le soir, et que je dormais sans me douter de rien. La question que je me posais à cet instant était la plus importante de la soirée, que prévoyait-il exactement? Ernesto a été le premier à le formuler. Avec sa façon d'appeler les choses par leur nom, sans tourner autour du pot. Ça pourrait être un nettoyage complet. Il rassemble des informations sur tes biens, tes comptes, tes propriétés. Si quelqu'un voulait te laisser sans rien avant que tu ne t'en rendes compte, c'est exactement comme ça qu'il s'y prendrait. Je l'ai écouté. J'ai laissé les mots faire leur chemin. Et puis, quelque chose en moi, cette partie qui était paralysée depuis le matin, a recommencé à bouger. Pas avec panique, pas avec une rage débordante. Mais avec une froideur nouvelle, une lucidité que je n'avais pas ressentie de toute la journée. Comme si le coup avait été si fort, qu'il avait finalement réussi à m'éclaircir les idées au lieu de m'assommer. S'ils voulaient jouer, ils allaient être servis. Mais c'est moi qui fixerais les règles. J'ai dit à Ernesto que je devais faire 3 choses, avant toute confrontation. Premièrement, parler à quelqu'un à la banque, pour bloquer toute transaction non autorisée, et revoir l'historique complet des mouvements. Deuxièmement, sauvegarder tous les enregistrements en lieu sûr. Faire des copies. M'assurer qu'ils ne pourraient être ni effacés, ni remis en question. Et troisièmement, ne rien dire à Susanna. Pas un mot, pas un geste. Rien qui puisse lui faire soupçonner que je savais ce que je savais. Ernesto m'a regardé avec cette expression qu'il a quand il évalue si ce que vous dites tient la route. Puis, il a hoché la tête. Bonne réflexion. Mais tu vas devoir agir vite. S'ils ont déjà commencé à déplacer des choses, ils ne vont pas attendre très longtemps. Ce soir-là, je suis rentré à la maison à 21 h. Susanna était sur le canapé, en train de regarder la télévision, avec un verre de vin rouge à la main, et les pieds ramenés sous elle. Exactement comme elle le faisait toujours. Elle m'a regardé quand je suis entré, elle a souri, et elle m'a demandé comment s'était passée ma réunion. Je lui ai répondu que ça s'était bien passé, que ça avait été long mais productif. Je me suis assis à côté d'elle. Je lui ai donné un baiser sur le front, et je suis resté là, à fixer l'écran de télévision sans rien voir de ce qui s'y passait, sentant la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien. Pensant qu'à ce moment précis, je savais quelque chose qu'elle ignorait que je savais, et que cette différence changeait tout. Ce fut la performance la plus difficile de ma vie. Je suis allé me coucher avant elle. Je m'allongeai, je fermai les yeux, et je restai éveillé pendant au moins 2 heures, mon esprit fonctionnant à plein régime. J'ai repassé en revue chaque visite d'Hugo que j'avais trouvée dans les enregistrements. J'ai essayé de me rappeler s'il y avait eu des signes que j'avais ignorés. Des commentaires déplacés, de petites contradictions qu'à l'époque je n'avais pas voulu voir. Et je les ai trouvés.
Maintenant que je savais quoi chercher, je l'ai trouvé avec une facilité douloureuse. La fois où Susanna avait dit qu'elle était à la maison, alors que quelque chose dans l'appartement suggérait qu'il y avait eu du mouvement. Les jours où j'étais rentré et avais trouvé les tiroirs du bureau légèrement différents de la façon dont je les avais laissés, et où elle m'avait dit qu'elle avait cherché une paire de ciseaux. Les occasions où elle avait mentionné Hugo en passant, avec ce naturel étudié de quelqu'un qui s'entraîne à ne pas donner trop d'informations, mais pas trop peu non plus, pour qu'il n'y ait pas d'absence qui attire l'attention. Tout concordait, et tout faisait mal. Le lendemain, je me suis levé tôt, avant Susanna. Je suis allé directement au bureau. J'ai ouvert le tiroir. Tout était à sa place, apparemment identique à d'habitude. Mais je savais maintenant qu'Hugo l'avait eu ouvert entre ses mains. Qu'il avait photographié ce qu'il y avait à l'intérieur. Que cette information avait quitté ce tiroir sans ma permission, et se trouvait quelque part, hors de mon contrôle, utilisée pour quelque chose que je ne comprenais pas encore tout à fait. Mais cela produisait déjà un sentiment physique d'urgence. J'ai pris le petit carnet avec mes coordonnées bancaires, et je l'ai rangé dans ma mallette. Ce jour-là, avant d'arriver au bureau, je suis passé à la banque. Le conseiller qui m'a reçu était aimable et discret. Je lui ai expliqué que j'avais remarqué une transaction que je ne reconnaissais pas, et que je souhaitais examiner l'historique complet des 3 derniers mois. Ce que nous avons découvert ensemble, devant cet écran, a confirmé ce qu'Ernesto avait déjà pressenti la veille. Ce n'était pas seulement un virement. C'étaient 4 transactions, réparties dans le temps, pour des montants qui, individuellement, n'attiraient pas trop l'attention. Mais au total, cela représentait 3200 € qui avaient quitté mon compte, vers 2 comptes différents, et que je n'avais jamais autorisés. Le conseiller m'a demandé si je souhaitais déposer une plainte pour fraude. Je l'ai regardé. J'ai pensé à Susanna sur le canapé, avec son verre de vin. J'ai pensé à Hugo entrant dans mon appartement avec sa sacoche. J'ai pensé à son petit sourire satisfait lorsque la porte s'était refermée. Et je lui ai dit oui. Le conseiller bancaire m'a expliqué la marche à suivre avec une patience que j'ai profondément appréciée, car ma tête n'était pas en état de traiter trop de nouveautés en même temps. Il m'a expliqué que la première étape consistait à bloquer tout mouvement non autorisé à venir, changer les codes d'accès, et placer une alerte sur le compte pour que tout virement au-dessus d'un certain montant nécessite une vérification supplémentaire, directement avec moi. Nous avons fait tout cela sur le champ, assis à son bureau, en moins de 40 minutes. Ensuite, il m'a expliqué que la plainte formelle pour fraude devait être déposée auprès d'une autre instance. Il pouvait m'orienter, mais la procédure légale était indépendante de la banque. Il m'a remis un document avec les informations nécessaires, et m'a prévenu que plus j'agirais vite, mieux ce serait. Ces types de situations, lorsqu'elles sont détectées à temps, ont beaucoup plus de chances d'être résolues favorablement pour la victime. Je suis sorti de la banque, ce papier à la main, et je suis resté un moment sur le trottoir, immobile, le soleil du matin me frappant directement le visage. Les gens passaient à côté de moi avec le rythme habituel de n'importe quel autre jour. Personne ne savait ce que je portais sur mes épaules. Personne ne pouvait le voir. Et cela, pour une raison que j'ignore, m'a fait me sentir plus seul que tout ce que j'avais pu ressentir jusque-là. J'ai marché jusqu'au bureau. Je suis arrivé à l'heure. J'ai salué mes collègues normalement. Je me suis assis à mon bureau, et j'ai ouvert ma messagerie électronique, comme si c'était un jour ordinaire. Mais sous tout cela, sous la surface calme que je m'efforçais de maintenir, quelque chose s'était installé pendant la nuit. Et avec cette matinée à la banque, c'était devenu une certitude inébranlable. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce que Susanna et Hugo avaient fait n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision qu'ils avaient prise ensemble, avec du temps, avec de la planification, et avec la froideur de ceux qui calculent chaque étape avant de la franchir. Et cette décision avait des conséquences, que je n'étais pas disposé à ignorer. En milieu de matinée, j'ai rouvert l'application de surveillance. Je ne m'attendais pas à voir quoi que ce soit de nouveau. C'était plus une impulsion qu'une stratégie. Le besoin de continuer à accumuler des informations, de ne pas me satisfaire de ce que je savais déjà, mais de m'assurer que j'avais l'image complète entre les mains. La caméra du salon montrait l'appartement vide. Celle de la cuisine aussi. Tout était calme, tout était à sa place, avec cette apparence de normalité domestique qui me paraissait désormais presque ironique. Mais soudain, la caméra du couloir a détecté un mouvement. Susanna sortait de la chambre. Elle était habillée,
son sac à main sur l'épaule, les clés à la main. Elle a regardé sa montre, a marché vers la porte, et avant de sortir, elle s'est arrêtée une seconde devant le miroir du couloir. Elle s'est regardée et a réajusté ses cheveux, avec un geste que j'avais vu des milliers de fois, mais qui me semblait maintenant totalement différent. C'était le geste de quelqu'un qui se prépare, qui se met en condition pour quelque chose. Elle a quitté l'appartement. Je l'ai suivie à travers les caméras de l'immeuble aussi loin que possible, c'est-à-dire seulement jusqu'au couloir extérieur. Puis, j'ai perdu l'image. Je ne savais pas où elle allait. Je ne savais pas qui elle allait retrouver. Et cette incertitude, cet espace vide là où il y avait autrefois de la confiance, était l'une des choses les plus difficiles à supporter. J'ai appelé Ernesto à midi. Je lui ai parlé de la banque, des 4 virements, des 3200 €, de la procédure de plainte. Je l'ai entendu respirer lentement, à l'autre bout du fil, pendant qu'il assimilait l'information. Et puis, il a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Omar, ce n'est plus seulement entre toi et Susanna. Il y a Hugo au milieu de tout ça. Et quand deux personnes agissent ensemble avec ce niveau d'organisation, il y a généralement un objectif plus grand que tu ne connais pas encore. Il avait raison. Et cette idée, que ce que j'avais découvert ne soit que la pointe de l'iceberg de quelque chose de plus profond, a provoqué une angoisse que je n'avais pas ressentie jusqu'alors. Parce que jusqu'ici, j'avais pensé à ce qui s'était déjà passé, aux dégâts qui étaient déjà faits. Mais Ernesto attirait mon attention sur ce qui pouvait encore arriver, si je ne prenais pas les devants. À quoi d'autres ont-ils accès, à faire avec ces informations, m'a-t-il demandé. Je suis resté silencieux, réfléchissant. Les documents de l'appartement. Les assurances. Les papiers de la voiture. Si quelqu'un avait ces informations, et voulait les utiliser de manière frauduleuse, il pourrait essayer de faire des choses que je ne voulais même pas achever d'imaginer. Des transferts plus importants, des opérations à mon nom que je n'avais pas autorisées, des dettes contractées en utilisant mes données. L'éventail des possibilités était suffisamment large pour me nouer l'estomac. L'après-midi, après le travail, je suis allé au commissariat. Le processus a été plus simple que je ne l'espérais, ou du moins, plus simple que je ne l'avais imaginé tout au long de la journée. L'officier qui m'a reçu était un homme d'un certain âge, peu bavard, mais au regard attentif. Il a écouté tout ce que j'avais à dire sans m'interrompre, et a pris des notes avec une concentration, qui m'a apporté une certaine tranquillité d'esprit. Je lui ai montré les enregistrements sur mon téléphone. Je lui ai montré les transactions bancaires. J'ai expliqué la situation avec autant de clarté que possible, en essayant d'être précis et méthodique, bien qu'à l'intérieur, je ne me sentais ni précis, ni méthodique. L'officier a tout examiné avec calme. Puis, il m'a regardé, et m'a dit que ce que je présentais était suffisant pour ouvrir une enquête formelle. Que les enregistrements constituaient des preuves valables, que les transactions bancaires non autorisées représentaient un délit clair, et que la chose la plus importante à ce moment-là était de ne pas alerter les parties impliquées, afin de ne pas entraver la procédure. J'ai écouté cette dernière partie avec une attention particulière. Ne pas alerter les parties impliquées. C'est-à-dire continuer à rentrer à la maison tous les soirs, continuer à dîner avec Susanna, continuer à lui donner ce baiser automatique sur la joue. Continuer à dormir dans le même lit, dans la même chambre, à quelques centimètres de la même femme qui vidait mes comptes, et photographier mes documents privés pendant que je travaillais pour subvenir à nos besoins à tous les deux. C'était la partie la plus difficile de tout le plan. Et c'était aussi la plus nécessaire. Je suis sorti du commissariat alors qu'il commençait déjà à faire nuit. Je me suis assis dans la voiture un moment avant de démarrer, les mains sur le volant, la tête rejetée en arrière, les yeux fermés. J'ai essayé de respirer régulièrement. J'ai essayé de classer tout ce qui s'était passé ces 2 derniers jours dans un schéma qui ait du sens, qui ait une forme reconnaissable, pour me permettre de voir où j'en étais, et où je devais aller. Ce que j'ai découvert, lorsque j'ai réussi à faire assez de silence pour m'écouter, c'est ceci, j'étais en colère. Profondément en colère. Pas de la manière explosive et bruyante que les gens imaginent quand on parle de trahison. Mais de cette autre manière. Celle qui se consume à l'intérieur. Celle qui n'a pas besoin de crier, car elle a trop de lucidité pour perdre son temps à faire du bruit. C'était la colère de quelqu'un qui comprend exactement ce qu'on lui a fait, et exactement pourquoi il a été si aveugle. Et cette combinaison, compréhension et colère, était beaucoup plus puissante que n'importe quelle rage incontrôlée. J'ai démarré la voiture, et j'ai pris la route de la maison. Sur le chemin, mon téléphone a vibré.
C'était un message de Susanna. Il disait « Rentres-tu bientôt ?» J'ai fait des pattes, avec un emoji cœur à la fin. Je l'ai lu. Je l'ai relu. Et j'ai répondu « Oui, dans 20 minutes. » Super idée. J'ai posé le téléphone dans le porte-gobelet, et j'ai continué à conduire. Ce soir-là, j'ai mangé des pâtes avec Susanna. Je lui ai dit qu'elles étaient délicieuses. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle m'a raconté des choses, des détails du quotidien, une histoire à propos d'un voisin de l'immeuble, quelque chose qu'elle avait vu à la télévision. J'ai hoché la tête, j'ai répondu, j'ai maintenu la conversation avec le même naturel que d'habitude. Et pendant que je le faisais, pendant que je la regardais parler, rire, et porter son verre à ses lèvres avec ce geste si familier, j'ai pensé au nombre de fois où j'avais été assis exactement à cette place. À cette même table. Croyant la connaître. La vérité, c'est que je ne la connaissais pas. Ou peut-être l'avais-je connue à une époque, et qu'à un moment donné, elle avait décidé de devenir quelqu'un de différent, sans me le dire. Je ne savais pas laquelle de ces deux options était la pire. Ce que je savais en revanche, c'est que les prochains jours allaient être décisifs. L'enquête avait commencé. La banque était en alerte. Les enregistrements étaient sauvegardés dans 3 endroits différents, y compris dans la boîte mail d'Ernesto, au cas où. Et je devais continuer à fonctionner normalement, pendant que tout cela avançait sous la surface. Invisible pour Susanna. Silencieux, et précis, comme une machine que plus personne ne pourrait arrêter. Il ne manquait qu'une seule chose. J'avais besoin de savoir exactement ce que Hugo et Susanna prévoyaient de faire. Car les virements, c'était un fait. Les documents photographiés, c'était un fait. Mais je n'avais toujours pas l'image complète. Et sans l'image complète, je ne pouvais pas être sûr d'avoir protégé tout ce que je devais protéger. Cette réponse est arrivée 3 jours plus tard. Et elle est arrivée de la manière la plus inattendue que j'aurais pu imaginer. 3 jours après avoir déposé ma plainte au commissariat, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'avais pas enregistré dans mon téléphone. C'était un mardi après-midi, j'étais au bureau en train de terminer un rapport, et j'ai hésité une seconde avant de décrocher, car je ne reconnaissais pas les chiffres. Mais quelque chose m'a dit de répondre. Une de ces intuitions sans nom, qu'on apprend à ne plus ignorer quand on a déjà payé le prix fort pour les avoir ignorées par le passé. C'était l'officier qui m'avait reçu au commissariat. Il m'a dit qu'ils avaient du nouveau. Qu'ils avaient croisé les données que j'avais fournies, avec des informations déjà présentes dans leur système, et que ce qu'ils avaient trouvé changeait considérablement la donne. Il m'a demandé si je pouvais passer les voir l'après-midi même. Je lui ai dit oui. J'ai raccroché, j'ai sauvegardé mon rapport inachevé, j'ai pris ma mallette, et j'ai dit à mon supérieur que je devais partir pour une urgence personnelle. J'ai conduit jusqu'au commissariat, les mains fermement agrippées au volant, mais la poitrine serrée. Car quelque chose dans le ton de l'officier m'avait fait comprendre que ce que j'allais entendre n'était pas une bonne nouvelle. C'était le ton de quelqu'un qui détient une information importante, et qui sait qu'elle va bouleverser la personne qui la reçoit. Un ton prudent, mesuré. De ceux qui préparent le terrain sans rien révéler. Je suis arrivé en 20 minutes. L'officier m'a reçu dans le même bureau que la dernière fois, et m'a fait signe de m'asseoir. Il y avait une autre personne dans la pièce, une jeune femme en tenue civile, qui s'est présentée comme faisant partie de la brigade financière. Ils m'ont tous les deux regardé avec cette expression professionnelle, qui ne donne aucun indice sur ce qui va suivre. Puis, l'officier a commencé à parler. Hugo avait un casier judiciaire. Ce n'était pas la première fois que son nom apparaissait dans une enquête de ce genre. Il y a 2 ans, il avait été cité dans une affaire similaire, dans une autre ville, une plainte pour fraude immobilière impliquant une femme, qui avait facilité l'accès aux informations financières de son compagnon, à son insu. L'affaire avait été classée sans suite par manque de preuves suffisantes à l'époque. Mais le nom d'Hugo avait été enregistré, et lorsqu'il l'avait croisé avec la plainte que j'avais déposée, cela correspondait. Je suis resté silencieux, assimilant cela pendant plusieurs secondes. Ce n'était pas une première. Hugo avait déjà fait ça auparavant, ou du moins quelque chose de très similaire. Et s'il l'avait déjà fait, cela signifiait qu'il avait de l'expérience. Qu'il savait comment opérer. Qu'il connaissait les limites de ce qu'il pouvait faire, sans laisser de preuves trop évidentes. Cela signifiait aussi que ce qu'il me faisait n'était pas un coup de tête, ni une opportunité saisie au hasard. C'était une méthode. Un schéma répété,
avec l'assurance de quelqu'un qui l'a déjà exécuté, et qui sait que ça marche. Et Susanna faisait partie de cette méthode. C'est la partie que j'ai eu le plus de mal à digérer. Car jusqu'à ce moment-là, une part de moi s'était accrochée à la possibilité que Susanna ait été manipulée. Que Hugo l'ait, d'une manière ou d'une autre, menée par le bout du nez. Qu'elle soit utilisée, sans comprendre pleinement ce qui se passait. C'était un petit espoir irrationnel, je le savais, mais il était là. C'est ce que fait l'amour, quand il ne s'est pas encore totalement éteint. Il cherche des échappatoires. Il cherche des excuses. Il cherche n'importe quelle version de l'histoire, qui ne soit pas la plus douloureuse. Mais ce que l'officier a expliqué ensuite n'a laissé aucune place à cet espoir. Ils avaient examiné plus en détail les enregistrements que j'avais fournis. Et sur l'une des visites précédentes que j'avais trouvées dans l'historique, ils avaient pu écouter, grâce à une meilleure technologie audio, quelque chose que je n'avais pas pu distinguer avec mon téléphone au bureau. Une conversation entre Susanna et Hugo. Elle avait eu lieu il y a 6 jours, dans le salon de mon appartement, pendant que je travaillais. L'officier m'a demandé si je voulais l'écouter. J'ai dit oui. La femme de la brigade financière a posé un petit lecteur sur la table, et a appuyé sur lecture. Le son comportait quelques bruits de fond, mais les voix étaient parfaitement identifiables. Celle d'Hugo, avec cette cadence calme que j'associais déjà à quelque chose de sombre. Et celle de Susanna, avec une clarté et une fermeté qui ne laissaient place à aucune interprétation. Je l'ai entendu dire que la date limite était le mois suivant. Que d'ici là, il devait tout avoir préparé. Que l'appartement était l'étape la plus importante, car c'était le bien le plus précieux que je possédais. Et que, s'il parvenait à boucler l'opération avant que je ne m'en rende compte, la procédure judiciaire qui suivrait serait très compliquée pour moi, et favorable pour eux. L'appartement. Ils essayaient de faire quelque chose avec l'appartement. J'ai demandé directement à l'officier ce que cela signifiait, concrètement. C'est la femme de la brigade financière qui m'a répondu. Elle m'a expliqué, avec la clarté technique de quelqu'un qui a déjà vu ce genre d'affaires, que ce que décrivait la conversation, c'était une tentative de transfert de propriété frauduleux. Avec les bons documents, avec les bonnes signatures, avec l'accès aux informations nécessaires, il était possible, dans certaines circonstances, d'initier une procédure de vente ou de transfert d'un bien en utilisant les données du véritable propriétaire, sans son consentement direct. C'était un crime grave. C'était aussi un processus qui exigeait du temps, des contacts, et un niveau d'organisation que Hugo, vu son passé, possédait probablement. L'appartement où je vivais. Celui que j'avais acheté il y a 7 ans, avec 12 ans de travail et d'économie. Celui qui avait coûté une fortune, et qui représentait l'intégralité de mon patrimoine immobilier. C'est ça qu'il visait. Ce n'était pas une aventure. Ce n'était pas une trahison affective, avec des conséquences sentimentales. C'était un vol. Un vol planifié, exécuté avec patience, avec intelligence, et avec la complicité de la femme qui dormait à mes côtés toutes les nuits. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce serait trop simple de dire que c'était de la rage, ou de la douleur, ou de l'incrédulité. C'était tout cela à la fois. Et c'était aussi quelque chose qui n'a pas de nom facile à donner. Quelque chose comme la sensation de faire un faux pas dans le noir, et de tomber sans savoir jusqu'à quelle profondeur. Mais aussi, et c'est ce qui m'a le plus surpris chez moi, il y avait comme une clarté brutale. Comme si l'ampleur de ce que je découvrais avait brûlé tout ce qui était encore ambigu, pour ne laisser que l'essentiel, ce que je devais faire. L'officier a expliqué les prochaines étapes. L'enquête formelle allait se poursuivre. Ils auraient besoin que je continue à ne pas alerter Susanna ni Hugo. Ils allaient surveiller certains mouvements, et au moment opportun, lorsqu'ils auraient suffisamment de preuves consolidées, ils interviendraient. Il m'a demandé si je me sentais capable de continuer à vivre normalement à la maison, pendant cette période. J'ai pensé au dîner. Aux baisers automatiques. Aux conversations sur les voisins, et les émissions de télé. J'ai pensé à tout ce qu'il m'avait déjà coûté, pour maintenir cette façade ces derniers jours. Et puis, j'ai pensé à l'appartement. Aux 7 années qu'il m'avait fallu pour l'obtenir. Aux nuits où j'avais travaillé tard. Aux week-ends que j'avais sacrifiés. Aux choses auxquelles j'avais renoncé, pour construire quelque chose de solide, que je puisse appeler mien. J'ai dit à l'officier que j'en étais capable. Que je continuerais. Je suis sorti du commissariat alors qu'il faisait déjà nuit. L'air à l'extérieur était froid,
et j'en étais reconnaissant, car j'avais besoin de quelque chose de physique pour m'ancrer dans le présent. Pour me rappeler que le sol était toujours sous mes pieds, même si tout le reste s'était effondré. J'ai appelé Ernesto depuis le parking. Je lui ai tout raconté. Je l'ai entendu jurer à voix basse à l'autre bout du fil, ce qui, venant de lui qui était un homme de peu de gros mots, disait tout. Puis il a demandé, « Tu vas bien ?» J'y ai réfléchi un instant, avant de répondre. Pas de façon dramatique, mais avec une réelle honnêteté. Est-ce que j'allais bien? Non, clairement, je n'allais pas bien. Mais j'étais entier. J'étais debout. Je pensais clairement, et j'avais un plan. Dans les circonstances où je me trouvais, c'était suffisant. C'était même plus que suffisant. Je lui ai dit que j'allais bien, et que je l'appellerais le lendemain. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans la voiture en silence, les mains toujours posées sur mes genoux, et je me suis autorisé, juste pendant ces quelques minutes, à ressentir tout ce que j'avais refoulé depuis des jours. Le poids de savoir que la personne avec qui j'avais construit une vie, avait décidé de la détruire de l'intérieur. L'étrange honte d'avoir accordé autant de confiance. La douleur de comprendre que l'amour que j'avais ressenti avait été à sens unique. Ou, du moins, qu'à un certain moment, il avait cessé d'exister de l'autre côté, sans que je m'en aperçoive. Je me suis tout autorisé. Pendant ces quelques minutes, dans le parking sombre du commissariat, j'étais l'homme blessé, qui avait tous les droits d'être blessé. Puis, j'ai démarré la voiture, et j'ai conduit jusqu'à la maison. Et quand je suis entré dans l'appartement, et que Susanna a levé les yeux du canapé pour me demander si j'avais mangé, je lui ai dit non, que j'avais faim, et je me suis assis à table pour attendre qu'elle me serve. Parce que ce qui vient après avoir tout ressenti, ce n'est pas l'effondrement. C'est de se relever avec plus d'informations qu'avant. C'est de savoir exactement à quoi on est confronté. C'est d'arrêter de deviner, et de commencer à agir. Et j'étais prêt à agir. Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Pas à cause de ce qui se passait à l'extérieur, mais à cause de ce qui se passait à l'intérieur. À cause de cette double existence que je menais, sans que personne autour de moi ne le sache. Le jour, au bureau, j'étais le même Omar que d'habitude. Ponctuel, concentré. Résolvant des problèmes, répondant aux courriels, prenant des décisions. Et le soir, dans cet appartement que je ne sentais plus tout à fait mien, mais qui restait le centre de tout, j'étais le mari calme, qui dînait, discutait, regardait la télévision, et allait se coucher sans montrer aucun signe de rien. C'était épuisant. D'une manière qui n'a pas de nom. Ce n'était pas l'épuisement physique de quelqu'un qui travaille trop. C'était cette autre forme de fatigue. Celle qui vient du fait de devoir contrôler chaque expression, chaque silence, chaque réaction. Celle de calculer en temps réel si ce qu'on dit sonne naturel, ou si on exagère la normalité au point de la rendre suspecte. Celle de regarder quelqu'un dans les yeux, en sachant ce qu'on sait, et de devoir soutenir ce regard sans que rien ne transparaisse. Susanna n'a rien remarqué. Ou si elle a remarqué quelque chose, elle l'a attribué au travail, à la fatigue, à n'importe laquelle de ces explications quotidiennes, qu'on utilise pour se justifier quand quelqu'un est un peu plus silencieux que d'habitude. Elle m'a demandé une ou deux fois si j'allais bien. Je lui ai dit oui, que j'avais eu des semaines chargées au bureau, que j'avais besoin de me reposer un peu. Elle a hoché la tête avec cette expression compréhensive, que j'avais aimée pendant des années, et qui me semblait désormais complètement opaque. Comme un masque posé sur quelque chose que je ne savais plus nommer. Pendant ces jours-là, j'ai fait 3 choses que personne ne savait, pas même Ernesto dans sa totalité. La première a été de fouiller l'appartement de fond en comble. Quand Susanna sortait, je cherchais n'importe quoi de déplacé, n'importe quel document qui aurait été bougé, n'importe quel signe indiquant que le processus, décrit dans cette conversation enregistrée, était plus avancé que je ne le croyais. Je n'ai rien trouvé de concret, mais j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Dans le tiroir de la table de chevet de Susanna, sous un mouchoir et un livre qui était là depuis des mois sans qu'aucun de nous n'y touche, se trouvait un téléphone que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas son téléphone portable habituel. C'en était un autre, plus petit, un de ces téléphones basiques, que les gens utilisent quand ils veulent un numéro que personne d'autre ne possède. Je l'ai pris avec précaution. Je l'ai allumé. Il était protégé par un code PIN, que je ne connaissais évidemment pas. Je l'ai photographié sous toutes les coutures. J'ai noté le modèle et le numéro de série qui figuraient au dos. Je l'ai laissé exactement là où il était.
Et je suis allé directement dans la salle de bain, m'asseoir sur le bord de la baignoire pendant quelques minutes. Parce que mes jambes, soudainement, ne me répondaient plus très bien. Un téléphone caché. Il n'y avait aucun moyen que cela ait une explication innocente. Pas dans le contexte de tout le reste. Pas avec ce que je savais déjà. C'était la preuve que la séparation entre la vie que Susanna me montrait, et la vie qu'elle menait réellement, était plus profonde et plus délibérée, que tout ce que j'avais pu imaginer. L'après-midi même, j'ai appelé l'officier, et je l'ai informé de ma découverte. Je lui ai donné le modèle, et le numéro de série. Il m'a dit qu'il verrait ce qu'il pourrait faire avec cette information, et qu'il me tiendrait au courant. La deuxième chose que j'ai faite, a été de parler à un avocat. Ernesto m'avait recommandé quelqu'un de confiance. Un homme qui s'occupait d'affaires complexes de séparation et de litiges immobiliers depuis des années. Je l'ai rencontré un matin, avant d'aller au bureau, dans un cabinet petit mais bien rangé, qui donnait l'impression que celui qui y travaillait savait exactement ce qu'il faisait. Je lui ai expliqué la situation avec tous les détails que j'avais. Il a écouté avec la même attention que j'avais trouvé chez le policier, prenant des notes, posant des questions précises, sans montrer la moindre surprise à aucun moment. Car il était clair, qu'il avait déjà entendu des histoires similaires. Quand j'ai fini, il m'a regardé et a dit quelque chose, qui a changé ma façon de tout appréhender. La chose la plus importante maintenant, ce n'est pas la trahison émotionnelle. La chose la plus importante, c'est la protection de vos biens. C'est sur cela que vous devez vous concentrer. En ce moment. Il avait raison. Et l'entendre le dire m'a aidé à me focaliser. Parce que j'avais porté deux fardeaux en même temps, la douleur personnelle, et l'urgence pratique. Et parfois, l'une écrasait l'autre de telle manière, que je ne pouvais plus penser clairement. Mais l'avocat me disait qu'à cet instant précis, le stratégique devait l'emporter sur l'émotionnel. Que le moment de traiter ce que je ressentais viendrait, mais que ce n'était pas maintenant. Il m'a expliqué les démarches pour protéger l'appartement de toute transaction frauduleuse. Il y avait des mesures légales qui pouvaient être prises à titre préventif, des enregistrements qui pouvaient être faits, des alertes qui pouvaient être activées auprès des instances correspondantes. De sorte que toute tentative de transfert ou de modification de la propriété du bien nécessiterait une vérification directe avec moi, qu'il serait impossible de falsifier. Nous avons lancé la procédure le jour même. J'ai signé les documents nécessaires, j'ai payé les frais correspondants, et je suis sorti de ce bureau avec le sentiment, pour la première fois depuis que tout avait commencé, que j'avais le contrôle sur quelque chose de concret. La troisième chose que j'ai faite a été la plus difficile de toutes, j'ai commencé à dire au revoir. Pas de manière visible. Pas d'une façon que Susanna aurait pu percevoir. Mais intérieurement. Silencieusement. Dans cette partie de soi, où vivent les décisions qui n'ont pas encore été prononcées à voix haute, mais qui sont déjà prises. J'ai commencé à regarder l'appartement d'une autre manière. Les meubles que nous avions choisis ensemble. Les tableaux qu'elle avait accrochés. Les plantes qu'elle arrosait tous les 3 jours, avec une régularité que j'avais toujours admirée. J'ai commencé à voir tout cela, non plus comme faisant partie d'une vie commune, mais comme un inventaire. Comme des choses qui allaient devoir être séparées, classées, distribuées, le moment venu. C'était un processus étrange et douloureux. Car, peu importe à quel point la raison me disait que ce que Susanna avait fait n'avait aucune justification possible, il y avait une partie plus ancienne de moi qui reconnaissait encore chaque objet, chaque recoin, chaque petit détail de cette vie domestique comme m'appartenant en propre. Comme quelque chose que j'avais aimé. Et me séparer de cela, même si ce n'était que mentalement, faisait mal d'une manière qui n'avait rien à voir avec la rage ou la trahison. C'était simplement la pure tristesse de perdre quelque chose qu'on croyait durable. Mais je le perdais de toute façon. C'est juste que maintenant, je le savais. 4 jours après avoir trouvé le téléphone caché, l'officier m'a rappelé. Ils avaient réussi à obtenir des informations à partir du numéro de série de l'appareil. Pas le contenu des messages, cela nécessitait une autre procédure, mais le numéro de ligne associé, et l'historique des appels enregistrés par l'opérateur sur les 3 derniers mois. Et parmi ces relevés, il y avait quelque chose qui complétait le puzzle, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Hugo n'était pas le seul impliqué. Il y avait un 3e numéro qui apparaissait fréquemment dans les appels de ce téléphone. Un numéro que l'officier avait pu identifier, car il figurait également dans ses propres dossiers. Il appartenait à un homme qui avait eu des problèmes judiciaires par le passé, liés à la fraude documentaire. Quelqu'un ayant des contacts dans certains milieux, permettant,
comme l'officier me l'a expliqué en prenant soin de ne pas entrer dans les détails, d'accélérer certaines procédures de manière irrégulière. Quelqu'un qu'Hugo connaissait manifestement, et qui avait été intégré au plan comme le rouage manquant pour pouvoir s'emparer de l'appartement. C'était un petit réseau, mais c'était un réseau. Ce n'était pas juste Susanna prenant de mauvaises décisions sous l'influence de la mauvaise personne. C'était Susanna participant activement à quelque chose qui impliquait au moins 3 personnes, avec des rôles définis, avec un objectif clair, et avec une échéance qu'ils s'étaient eux-mêmes fixée lors de cette conversation enregistrée. Lorsque l'officier a fini de m'expliquer tout cela, il m'a demandé si j'étais prêt pour la prochaine étape. Il m'a dit qu'ils avaient de quoi agir. Que les preuves étaient consolidées. Qu'ils pourraient procéder quand je donnerais le feu vert, mais qu'ils voulaient s'assurer que j'y étais préparé. Car ce qui allait arriver allait changer les choses, de manière définitive et irréversible. Je l'ai regardé. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis ce matin-là, où j'avais ouvert l'application de la caméra pour chercher des chocolats. J'ai pensé aux 9 années de mariage. J'ai pensé au dîner, au voyage, au chat que nous avions adopté et pleuré ensemble. J'ai pensé aux 3200 € qui avaient quitté mon compte sans ma permission. J'ai pensé au téléphone caché sous le mouchoir, sur la table de chevet. J'ai pensé au petit sourire satisfait de Susanna, lorsqu'Hugo avait franchi la porte de mon appartement avec une sacoche remplie d'informations qui ne lui appartenaient pas. Et j'ai pensé à l'appartement. Aux 7 années qu'il m'avait fallu, aux nuits à travailler tard, à tout ce que j'avais construit, croyant le construire pour nous deux. J'ai regardé l'officier, et je lui ai dit que j'étais prêt. Nous avons convenu que ce serait le lendemain. Que je quitterais la maison à l'heure habituelle, comme n'importe quel autre matin. Que Susanna ne saurait rien, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qu'elle puisse faire pour changer la situation. Que tout allait se dérouler avec la précision de quelque chose qui a été soigneusement préparé, et qui ne dépend ni du hasard, ni de la nervosité de qui que ce soit. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, pour la dernière fois, comme si rien n'avait changé. Susanna avait cuisiné. La table était mise. Il y avait une bougie allumée au centre, l'une de celles qu'elle mettait parfois sans raison particulière, juste parce qu'elle aimait la lumière. Je me suis assis en face d'elle. J'ai rempli mon assiette. Et tout au long du dîner, j'ai été complètement présent dans la conversation. Répondant, posant des questions, riant au moment où il était approprié de rire. J'étais plus présent que lors de nombreux dîners précédents, paradoxalement, parce que je savais que c'était le dernier. Quand nous avons terminé, elle a débarrassé les assiettes. Je suis resté assis à table un instant de plus, regardant la bougie s'éteindre lentement. Et je me suis demandé si, à un moment donné de ces 9 années, il y avait eu quelque chose de vrai entre nous. Si ce que j'avais ressenti avait eu une réelle résonance en elle. Si l'origine de tout cela était l'ambition, l'ennui, le ressentiment, ou simplement que je n'avais jamais vraiment appris à la connaître. Je n'ai pas trouvé la réponse cette nuit-là. Mais le lendemain, j'allais commencer à la trouver. Ce matin-là, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Je n'avais pas bien dormi. Je n'avais pas mal dormi, non plus. J'avais passé la nuit dans cet état intermédiaire où le corps se repose, mais où l'esprit ne lâche pas complètement prise. Où l'on ferme les yeux, et où les images sont toujours là, ordonnées et claires, comme si elles étaient projetées sur un écran sans bouton d'arrêt. J'avais passé en revue chaque détail du plan, chaque étape, chaque possibilité. J'avais pensé à ce qui pourrait se passer différemment de ce qui était prévu, et j'en étais venu à la conclusion qu'il n'y avait pas grand-chose que je puisse contrôler à ce stade, au-delà de ce que j'avais déjà fait. Le reste dépendait des autres. Et, pour la première fois depuis de nombreux jours, cela ne m'a pas angoissé. Cela m'a fait ressentir quelque chose ressemblant au calme de celui qui a fait tout ce qui était en son pouvoir, et qui doit maintenant, simplement, laisser les choses arriver. Je me suis douché. Je me suis habillé. Je suis allé dans la cuisine, et j'ai préparé du café. Susanna dormait encore. Je pouvais entendre sa respiration calme depuis le couloir. Ce son, si familier, qui pendant des années avait été l'une des choses les plus ordinaires de ma vie. Et qui, ce matin-là, m'a semblé complètement étranger. Comme le son de quelqu'un que l'on ne connaît plus, mais qui occupe toujours le même espace. J'ai bu mon café debout devant la fenêtre de la cuisine, regardant la rue encore sombre du petit matin. Les quelques voitures qui passaient laissaient des traînées de lumière sur l'asphalte humide. Il y a quelque chose de serein dans cette image, dont j'ai été reconnaissant. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui allait se passer.
Et qui, précisément pour cette raison, m'a aidé à respirer. Susanna est apparue dans la cuisine, alors que je terminais mon café. Elle est arrivée dans son peignoir rose habituel, les cheveux encore détachés, les yeux mi-clos. Elle m'a regardé avec cette expression des premières minutes d'un matin, quand les gens n'ont pas encore fini de mettre leur masque pour la journée. Et à ce moment-là, dans cette fraction de seconde avant qu'elle ne dise quoi que ce soit et avant que je ne réponde, il y a eu quelque chose que je ne sais pas décrire exactement. Une sorte de pause dans le temps. Un instant où je l'ai vue sans tout le poids de ce que je savais. Juste comme une personne, debout dans une cuisine à 6 heures du matin, les cheveux lâchés et les yeux endormis. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir ce jour-là, de la tristesse. Juste de la tristesse. Sans colère, sans ressentiment, sans la brûlure de la trahison. Juste la tristesse, froide et nette, de quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps, sans que je le sache. Elle m'a demandé si je partais tôt. Je lui ai dit oui, qu'il y avait une livraison urgente que je devais superviser avant l'ouverture de l'usine. Elle a hoché la tête. Elle a ouvert le réfrigérateur. Elle a sorti le jus de fruits. Elle ne m'a rien demandé d'autre. J'ai pris ma mallette. J'ai mis ma veste. Et avant de partir, je me suis arrêté sur le seuil de la cuisine. Je l'ai regardée une seconde de plus. Elle me tournait le dos, se versant du jus, sans savoir que je la regardais. Sans rien savoir de ce qui allait se passer. Sans savoir que c'était le dernier matin où les choses sembleraient normales. Je n'ai rien dit. Je me suis retourné, j'ai quitté l'appartement, j'ai fermé la porte, et j'ai descendu les escaliers, pour la dernière fois, en tant que l'homme que j'avais été pendant 9 ans. J'ai conduit jusqu'à un point convenu avec l'officier, un parking situé à 6 rues de l'appartement, où nous avions prévu de nous retrouver. Je suis arrivé à 7h20. Il était déjà là, avec 2 autres personnes de l'équipe. Tous en civil, pour ne pas attirer l'attention. Il m'a salué d'une brève poignée de main, et m'a expliqué que tout était en marche. Que Hugo avait été localisé, que la 3e personne impliquée était également sous surveillance. Que l'opération allait être menée simultanément à différents endroits, pour éviter que l'un alerte l'autre. Il m'a dit que je pouvais rester là et attendre, ou que je pouvais être présent lorsqu'ils entreraient dans l'appartement. Que c'était ma décision. Qu'il comprendrait parfaitement l'une ou l'autre option. Je n'ai pas mis longtemps à répondre. Je voulais être présent. Pas pour le spectacle, pas pour la satisfaction de voir le visage de Susanna à ce moment-là. Mais parce que cet appartement était le mien, que cette vie avait été la mienne, et que je voulais être là quand ce chapitre se fermerait. Et non pas en entendre parler de seconde main, comme si c'était quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Nous avons attendu. Le temps, dans ces moments-là, fonctionne différemment. Les minutes s'étirent ou se compriment sans suivre aucune logique. J'étais adossé à la voiture, les mains dans les poches, les yeux fixés sur un point sans importance. Écoutant les échanges radio de l'équipe, sans comprendre tous les codes, mais suivant le rythme général de ce qui se passait. À 8h47, l'officier a reçu une confirmation, Hugo était arrivé à l'immeuble. Quelque chose dans ma poitrine s'est tendu. Pas vraiment de la surprise, parce que je savais que ça allait arriver. Mais quelque chose de plus primitif, le corps qui reconnaît que le moment, que j'attendais depuis des jours, est enfin là. L'officier m'a regardé. J'ai hoché la tête, et nous avons commencé à marcher vers le bâtiment. Nous avons monté les escaliers en silence. L'équipe s'est répartie avec une coordination, qui en disait long sur leur niveau de pratique. J'étais derrière l'officier, avec la consigne claire de rester à l'extérieur, jusqu'à ce qu'on me dise que je pouvais entrer. Je n'allais pas interférer. Je n'allais pas parler. J'allais juste être là. Nous avons atteint le couloir de mon étage. La porte de mon appartement était fermée. De l'intérieur, on n'entendait rien, ou du moins, rien qu'on puisse distinguer depuis l'endroit où je me trouvais. L'officier a levé la main, faisant signe à tout le monde de s'arrêter. Nous avons écouté. Il y avait des voix à l'intérieur. On ne comprenait pas les mots, mais on distinguait clairement 2 tons différents. L'une était la voix de Susanna, l'autre était celle d'Hugo. L'officier a frappé à la porte. Silence immédiat à l'intérieur. Il a frappé de nouveau, plus fort cette fois, et s'est identifié. Il y a eu un moment d'environ 3 ou 4 secondes, qui a paru immense. Puis, la porte s'est ouverte. Susanna se tenait sur le seuil. Elle m'a vu avant tout le monde,
car j'étais directement dans son champ de vision, derrière l'officier, mais parfaitement visible. Et ce qui s'est passé sur son visage à ce moment-là, est une chose que je n'oublierai pas de sitôt. Ce n'était pas la frayeur de quelqu'un qui voit la police à sa porte. C'était quelque chose de différent. C'était de la reconnaissance. Le moment où elle a compris que je savais. Que je savais depuis un moment. Et que tout ce qu'elle avait construit en silence, avait pris fin avant qu'elle ne l'ait calculé. J'ai vu son visage se vider de ses couleurs. J'ai vu ses yeux passer de moi à l'officier, et revenir à moi. Je l'ai vu chercher ses mots, et ne pas les trouver, car il n'y en avait aucun qui puisse servir à ce moment-là. L'officier lui a expliqué la situation avec le formalisme de la procédure. Il lui a dit qu'elle devait s'écarter, que l'appartement allait être perquisitionné, qu'une enquête était en cours. Que ses droits étaient respectés, mais que sa coopération était nécessaire. Susanna s'est écartée. L'équipe est entrée. Je suis entré derrière eux, et je me suis tenu dans le salon, regardant cet espace que je connaissais par cœur. Chaque meuble, chaque tableau, chaque plante. Et j'ai vu Hugo. Assis sur le canapé, avec sa sacoche habituelle à ses pieds, avec ses papiers habituels sur la table. Mais cette fois-ci, il n'était pas calme. Cette fois-ci, son calme si caractéristique avait complètement disparu. Et à sa place, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu sur les enregistrements. Quelque chose que je reconnaissais, même si je ne l'avais jamais cherché sur son visage, la peur. Je n'ai rien dit. Je ne me suis pas approché. Je suis resté là où j'étais, debout, observant la scène avec cette distance, qui n'était pas de l'indifférence, mais du contrôle. Le contrôle de quelqu'un qui a attendu le bon moment, et qui se contente maintenant de le regarder se produire. L'un des agents a fouillé la sacoche, et en a sorti les documents. Il les a énumérés à haute voix, pendant qu'un autre prenait des notes. Parmi eux, il y avait des copies des titres de propriété de l'appartement. Des documents portant ma signature, que je n'avais pas signée. Des reproductions que quelqu'un avait fabriquées avec une précision telle, qu'elle aurait été convaincante, si personne n'avait regardé de plus près. Et une feuille, avec des numéros de compte, des montants, et des dates, qui formaient un plan si concret, et si détaillé, qu'il ne laissait aucune place au déni. Hugo a essayé de parler. Il a dit que c'était un malentendu. Qu'il aidait juste Susanna avec de la paperasse. Que tout avait une explication. Il l'a dit avec l'aisance de quelqu'un, qui a l'habitude de construire des versions alternatives de la réalité. Mais cette fois-ci, il n'y avait aucun public disposé à le croire. Cette fois-ci, il y avait des enregistrements, des relevés bancaires, un téléphone secondaire, des antécédents, et un appartement rempli de preuves, que personne n'avait eu le temps de faire disparaître. L'officier l'a interrompu calmement, et l'a informé des charges qui pesaient contre lui. Puis, il s'est tourné vers Susanna. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux rivés au sol. Elle ne pleurait pas. Elle n'essayait pas de parler. Elle était complètement immobile. Avec cette immobilité de quelqu'un qui a atteint la fin de quelque chose, et qui n'a plus l'énergie de feindre quoi que ce soit d'autre. L'officier lui a parlé. Elle a levé les yeux, et, pendant un instant, juste un instant, elle m'a regardé directement. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait sur mon visage. Peut-être quelque chose que je n'étais pas en mesure de lui donner. Peut-être voulait-elle juste voir s'il y avait encore quelque chose là. Une trace de la vie que nous avions eue. Un signe indiquant que les dommages qu'elle avait causés, n'étaient pas aussi graves qu'ils n'y paraissaient. Ce qu'elle a trouvé sur mon visage fut, je suppose, la réponse, car elle a détourné le regard sans rien dire. La procédure a pris un certain temps. Des questions, de la documentation, des formalités que j'ai suivies depuis la même place, debout dans le salon, sans trop bouger, sans intervenir plus que nécessaire. À un moment donné, l'officier s'est approché de moi, et m'a dit à voix basse qu'ils avaient bien manœuvré. Que les preuves étaient solides, que le processus judiciaire allait suivre son cours, et que je devais rester en contact avec mon avocat pour les prochaines étapes. Je l'ai remercié. Il m'a serré la main. Quand l'appartement s'est vidé un peu plus, quand Hugo n'était plus là, et que Susanna répondait aux questions dans une autre pièce avec l'un des agents, je suis resté seul dans le salon un instant. J'ai regardé les plantes. J'ai regardé les tableaux. J'ai regardé la bougie, qui était toujours au centre de la table à manger. La même que la nuit précédente, déjà consumée presque jusqu'à la fin. J'ai sorti mon téléphone.
J'ai écrit un message à Ernesto. Juste 4 mots, c'est fait. Ça va. Il a répondu en moins d'1 minute. Également avec 4 mots, je t'attends quand tu seras prêt. NDT, l'auteur utilise 4 mots en anglais, adaptés en français pour conserver le sens. J'ai rangé mon téléphone. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai regardé l'appartement une fois de plus. Avec ce regard nouveau, qui n'était plus celui de l'homme qui rentre à la maison, mais celui de l'homme qui commençait à comprendre que le foyer n'est pas l'endroit où l'on a vécu, mais l'endroit où l'on peut être honnête. Et cet endroit, dans cet appartement, avait cessé d'exister il y a bien longtemps. On dit qu'après les grands moments, vient le vide. Personne en particulier ne l'a dit. Je l'avais entendu sous différentes formes au fil des années, dans des conversations, dans des livres, dans ces phrases qu'on écoute sans y prêter trop d'attention, parce qu'à ce moment-là, on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai. Après que tout se soit passé. Après que l'appartement soit devenu silencieux. Après que les agents soient partis, que j'ai fermé la porte, et que je me sois assis sur le canapé pour la première fois depuis longtemps, sans avoir à feindre quoi que ce soit. Ce qui est venu, ce n'est ni un soulagement immédiat, ni de la satisfaction, ni aucune des choses que l'on s'imagine ressentir quand quelque chose, qui allait mal depuis longtemps, est enfin corrigé. Ce qui est venu, c'est le vide. Un silence immense. Le genre de silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'absence de quelque chose que l'on ne sait pas vraiment nommer, jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. 9 années de vie partagée. De routines construites ensemble. De petites habitudes qui deviennent tellement une partie de vous, que vous ne remarquez même plus que vous les avez. Tout cela ne disparaît pas en un éclair, juste parce que la raison comprend. Le corps met plus de temps, la mémoire met plus de temps. Et pendant ces premiers jours, après que tout ait éclaté au grand jour, ce qui m'a le plus surpris n'a été ni la douleur, ni la colère, ni aucune émotion dramatique. C'était la banalité du deuil. À quel point il est silencieux. À quel point il ressemble, de l'extérieur, au simple fait de continuer à vivre. Ernesto est venu le soir même. Il a apporté de la nourriture d'un endroit que j'aimais. Il s'est assis sur la chaise où il s'asseyait toujours quand il venait chez moi, et il n'a pas essayé de remplir le silence avec des mots inutiles. C'était la meilleure chose qu'il pouvait faire. Nous avons mangé. Nous avons parlé de quelques détails pratiques, qui devaient être réglés dans les jours suivants. Et, à un moment donné, sans qu'aucun de nous ne l'ait prévu, nous avons commencé à parler d'autre chose. De choses qui n'avaient rien à voir avec Susanna, ou avec Hugo, ou avec tout ce qui s'était passé. D'un match que j'avais regardé d'un œil quelques semaines plus tôt. D'un endroit où Ernesto voulait aller pour ses prochaines vacances. De petites choses banales, complètement ordinaires. Et plus que toute autre chose, c'est ce qui m'a aidé à respirer cette nuit-là. Dans les jours qui ont suivi, la procédure judiciaire a avancé avec la solidité que l'officier m'avait promise. Les preuves étaient suffisantes. Les enregistrements, les transactions bancaires, les faux documents trouvés dans la sacoche d'Hugo, l'historique du téléphone secondaire. Tout cela formait un dossier que l'avocat a qualifié de difficile à réfuter. Hugo et la troisième personne impliquée ont été inculpés pour fraude documentaire et tentative d'appropriation illégale de biens. Susanna, pour sa participation directe et prouvée, a été inculpée en tant que complice, avec pleine connaissance des faits. L'avocat m'a expliqué que le processus judiciaire prendrait du temps. Que ces choses-là ne se résolvent pas en quelques semaines. Mais que ma position était solide, et que l'appartement était totalement protégé, grâce aux mesures que nous avions prises à temps. Les 3200 € transférés frauduleusement étaient en cours de recouvrement, et toute possibilité que le plan qu'ils exécutaient n'aboutisse, avait été définitivement neutralisée. J'ai écouté tout cela, assis devant le bureau de l'avocat, avec un calme qui ne me surprenait même plus. Quelque chose s'était apaisé en moi durant ces jours. Quelque chose comme la certitude, d'avoir fait ce qu'il fallait, au bon moment, et de la bonne manière. Sans crier, sans vengeance, sans action impulsive qui m'aurait coûté plus cher que le mal que j'avais subi. J'avais agi avec ma tête. J'avais protégé ce qui m'appartenait, et j'avais laissé la justice faire ce qu'elle avait à faire. Ce n'était pas une mince affaire, vu les circonstances dans lesquelles je m'étais retrouvé. Ce n'était pas une mince affaire du tout. La séparation officielle fut une toute autre procédure. Froide, bureaucratique, remplie de documents, de délais, et de termes juridiques, qu'on apprend à lire rapidement quand on n'a pas le choix. Il y a eu un moment où j'ai dû revoir Susanna,
lors d'une réunion avec nos 2 avocats. C'était la première fois que je la revoyais, depuis ce matin dans l'appartement. Elle est arrivée avec ce sang-froid que je lui connaissais bien, pour avoir vécu avec elle pendant des années. Cette façon qu'elle avait, de ne pas trop en montrer lorsqu'elle se trouvait dans un environnement qu'elle percevait comme hostile. Elle ne m'a pas regardé directement pendant la majeure partie de la réunion. Elle a répondu à ce qu'on lui demandait par des phrases courtes et précises. Et quand tout a été terminé, et que les avocats rassemblaient leurs dossiers, nous nous sommes retrouvés un instant tous les 2 dans le même espace, sans que personne ne parle. Et elle m'a dit, à voix basse, sans drame, sans larmes, je ne m'attendais pas à ce que tu le découvres. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était même pas la reconnaissance que ce qu'elle avait fait était mal. C'était simplement la confirmation d'une erreur de calcul. L'aveu que son plan avait échoué, parce que je possédais des informations, qu'elle ignorait que j'avais. Je l'ai regardé, et j'ai répondu avec le même calme que j'avais gardé tout au long de la procédure, je n'en sais rien de plus. Rien de plus n'était nécessaire. J'ai quitté cette réunion et je suis sorti dans la rue. J'ai respiré l'air extérieur, et j'ai continué à marcher. Les mois qui ont suivi ont été un processus de reconstruction. Celui que personne ne voit de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, représente un travail colossal. Ce n'était pas dramatique, ni digne d'un film. C'était juste constant. De petites décisions chaque jour. Réorganiser l'appartement, qui était désormais entièrement le mien, sans aucune ambiguïté. Retrouver des routines qui avaient été suspendues. Redécouvrir des choses que j'avais arrêté de faire, parce qu'elles s'étaient perdues dans la dynamique de ces dernières années. Lire davantage, sortir plus souvent. Parler avec Ernesto aussi fréquemment qu'avant, chose qui avait diminué sans que je m'en rende compte pendant mon mariage. J'ai découvert qu'il y avait des choses à propos de moi que j'avais perdues, peu à peu, et si progressivement, que je n'avais jamais identifié le moment exact où elles avaient disparu. L'habitude de cuisiner le week-end, chose que j'aimais sincèrement, et que j'avais abandonnée parce qu'à un moment donné, Susanna avait pris cet espace, et je le lui avais cédé sans y penser. Les sorties spontanées. La musique que je mettais quand j'étais seul, et que j'avais arrêté de mettre parce qu'elle ne l'aimait pas. De petites choses, certes, mais ce sont les petites choses qui font une personne. Et les retrouver, une par une, c'était comme me reconnaître à nouveau dans un miroir, qui était resté un peu trop flou pendant trop longtemps. Ce n'était pas un processus indolore. Il y a eu des nuits difficiles. Il y a eu des moments où la tristesse surgissait sans prévenir. Aux moments les plus inattendus, en buvant un café, en conduisant, ou en regardant un objet qui portait une histoire que je ne pouvais plus dissocier de nos années communes. Mais la douleur était propre. Elle n'était pas mélangée à de la confusion, ou à du doute. Je savais exactement ce que j'avais perdu. Je savais exactement pourquoi je l'avais perdu. Et bien que cela n'élimine pas la douleur, cela lui donnait une forme qu'il était possible d'endurer. Hugo a été condamné. Le procès a pris plusieurs mois, mais le résultat a été celui que les preuves promettaient depuis le début. La 3e personne impliquée, également. Susanna a reçu une peine plus légère, en fonction de son degré de participation, et de l'accord que sa défense a réussi à négocier. Mais les conséquences ont été réelles, et concrètes. Je ne dirais pas que j'ai ressenti de la satisfaction quand j'ai appris les résultats. J'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait plutôt à une confirmation. À ce sentiment que le monde, parfois, quand on fait les choses correctement, répond de la bonne manière. Un an après ce matin-là, où j'ai ouvert l'application de la caméra pour chercher des chocolats et où j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé, je vis toujours dans le même appartement. Celui qui m'a coûté 7 ans de travail. Celui qu'ils ont essayé de m'enlever pendant que je dormais, sans le savoir, est toujours à moi. Chaque mur, chaque recoin, chaque centimètre de cet espace est entièrement à moi. Sans dette, sans menace, sans l'ombre de quoi que ce soit. Je l'ai réaménagé, j'ai changé quelques petites choses. J'ai retiré ce qui n'était pas à moi, et je l'ai remplacé par ce qu'il était. Et aujourd'hui, quand je rentre à la maison le soir et que j'ouvre cette porte, ce que je ressens n'est pas le poids de ce qui s'est passé, mais quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemble davantage à la paix de quelqu'un, qui sait exactement où il se trouve, et exactement comment il y est arrivé. J'ai appris beaucoup de choses tout au long de ce processus. Mais si je ne devais en retenir qu'une, ce serait celle-ci, faire confiance n'est pas la même chose que fermer les yeux. J'ai fait confiance pendant des années, les yeux fermés, convaincu que de les fermer était une marque de respect.
Mais la véritable confiance n'a pas besoin de cécité. La véritable confiance survit au regard. Et quand elle n'y survit pas, c'est qu'elle n'avait jamais été ce qu'elle semblait être. Les caméras fonctionnent toujours. Le technicien a fait du bon travail. Et parfois, lors des matins tranquilles, avant de partir travailler, j'ouvre l'application juste un instant. Non pas pour chercher quelque chose, ni parce que je me méfie de qui que ce soit. Mais parce que j'ai appris que savoir ce qui se passe dans sa propre vie n'est pas de la paranoïa. C'est simplement être éveillé. Et depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais endormi.